Jeudi 27 juin 2019, notre numéro du grand rendez-vous s'installe chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous préférer. Quel temps il fera demain? On le découvre ensemble avec la météo. Vous l'avez compris, la carte postale ce soir, Terria Glazoué. Bonsoir aux populations du département des Collines. Le grand rendez-vous se poursuit. Vous n'avez donc encore rien raté. Si vous venez de nous prendre au vol, nous avons 4 rubriques au menu ce soir. Le Carité, nombre de Béninois sont intéressés par sa production, ce qui expliquerait l'engouement autour de sa campagne agricole. Quelles sont les attentes pour la campagne de 2019? La réponse, c'est dans le monde agricole. Nous parlerons de la société civile. Quel est le champ d'intervention de ces acteurs et comment s'engagent-ils en faveur du développement? Autant d'aspects à aborder avec Akram Elias. Dans la rubrique Expert Nature et Bien-être, aborde la question du suivi médical des footballeurs. Une série a débuté hier sur le sujet. Nous poursuivons aujourd'hui en nous intéressant au cœur du sportif. Les métiers du cinéma sont toujours bienvenus dans Horizon Culture. Le script fait son entrée ce soir. Tout à l'heure, nous allons recevoir un script pour nous parler des aléas de ce métier. Et puis le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Ça, vous le savez déjà. Ce soir, nous sommes avec Nadège Sani. Nadège, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello, c'est un plaisir de vous retrouver. Avant même la présentation des titres, laissez-moi vous dire Agnès que vous avez un très beau boubou sur ce plateau et surtout ce joli chapeau qui va bien avec cette belle tenue. Merci à vous, Nadège Sani. Vous n'êtes pas moins belle ce soir, très élégante avec votre chemise. On vous laisse pour la présentation des titres. Merci Agnès. Après le match nul des Écureuils mardi dernier, les supporters béninois espèrent une victoire samedi face à la Guinée-Bissau. Quelques-uns donnent leurs impressions et font des suggestions pour aller à la victoire. Le footballeur ne pourrait avoir de bons résultats sans un suivi régulier de l'état de santé. Un médecin sportif nous donnera quelques conseils pour maintenir les sportifs en forme. Et puis, le Centre culturel chinois célèbre la semaine de la culture. Une soirée a été dédiée à l'exposition photographique. Voilà, Nadège Sani, vous le savez, à l'ORTB, nous sommes tous derrière les écureuils. Donc, on a hâte d'être à samedi pour voir ce que le 11 national va nous prouver. Ce qui est sûr, on attend une victoire, n'est-ce pas, Nadège? Bien sûr, Agnès. On reste confiant donc, le grand rendez-vous peut se poursuivre. Le premier plateau s'installe, l'expert. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir.
Bonsoir à vous. Comment Plaisir vous d'être allez? avec. Très bien, très bien. Votre première fois au Bénin? Non, en fait, c'est mon deuxième voyage. J'y étais en 2013 et j'apprécie beaucoup le fait que l'ambassade des États-Unis à Cotonou m'ait invité de revenir voir mes amis béninois, donc grand plaisir. Nous avons voulu profiter de votre présence parmi nous pour nous pencher un peu sur la question de la société civile. Déjà, pour vous, comment est-ce que vous définissez la société civile? Pour nous, la société civile, en fait, c'est le regroupement des organisations au sein de la communauté, donc d'une communauté plus l'autre, à travers tout le pays. Aux États-Unis, nous en avons aujourd'hui plus de 2 millions. Donc, c'est principalement des ONG et des associations. Les ONG, c'est quand les citoyens se regroupent ensemble pour travailler sur un thème commun, par exemple l'environnement. Les associations qui en général regroupent des gens d'une même profession, d'une même industrie, etc., pour aussi venir ensemble. L'idée, il y a 2 aspects pour la société civile. Oui. Premier aspect, c'est autogouvernance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aspects pour sensibiliser et impliquer le citoyen dans la gouvernance de sa communauté et de son pays. Donc ça, c'est un. Et le deuxième volet, c'est pour que la société civile, qui représente donc ces communautés, rentre en partenariat avec les autorités gouvernementales dans le domaine de la gouvernance. Pour que tout soit bien aligné. Voilà, et bien emboîté, on a compris. Maintenant, dites-nous un peu, qui peut être acteur de la société civile? Parce qu'on a parfois l'impression qu'il faut avoir de gros diplômes ou de gros moyens avant de pouvoir faire quelque chose en tant qu'acteur de la société civile. Certainement, la société civile peut avoir toutes sortes d'acteurs, mais nous, on se focalise toujours sur, premièrement, comment agir d'une manière professionnelle, donc créer des ONG, des associations, des syndicats, des chambres, quel que soit l'entité. Tout ça de façon très légale, très professionnelle. Oui, absolument. Et professionnel, c'est parce que c'est la capacité, donc c'est les capacités internes pour avoir la crédibilité, pour savoir comment faire, et puis faire les partenariats nécessaires avec le reste de la communauté, rentrer en coalition. Je vous donne un exemple. Si nous prenons l'éducation, par exemple, comment la politique d'éducation devrait être conçue, donc de notre façon de voir les choses. Les enseignants comprennent l'enseignement, les parents sont intéressés par l'éducation de leurs enfants, ceux qui ont fait la pédagogie, ils sont experts dans ça. Chaque élément crée ses propres associations, on organise des séminaires, des ateliers. Où on discute. Le but, on discute, et l'idée toujours, c'est d'améliorer. Il faut toujours améliorer. C'est ça le développement. Absolument. Et puis, tous ces gens-là viennent en coalition parce que personne ne devrait monopoliser l'enseignement. C'est les différents volets qui sont maintenant organisés organiquement. Donc tous les acteurs doivent être représentés. Représentés, et puis ensemble, on discute quel est le problème, quelles devraient être les solutions, et ensuite, on rentre en partenariat avec le gouvernement à travers les séances de témoignages ouvertes, etc., où c'est la société civile qui dit au gouvernement... Voilà ce que nous avons retenu. Voilà le problème, voilà la solution. Maintenant, vous êtes expert au gouvernement pour faire la politique. Voilà. Mais on se rend compte que beaucoup d'acteurs de la société civile, parfois, ne posent que des problèmes, ne parlent qu'en termes de problématiques et très peu de solutions. Comment est-ce qu'on peut arriver à contourner la chose et à la fois poser le problème, mais aussi proposer des solutions? C'est simple, c'est une question de formation. Vous savez, le leadership, ça s'enseigne, ça ne vient pas de soi, ça s'enseigne. Il y a des compétences, des habiletés, donc des programmes de formation, ça, comment travailler en groupe, comment s'impliquer. Donc, aux États-Unis, par exemple, à l'âge très très petit, la jeune fille, le petit garçon, dès le début, apprend comment agir comme individu. Donc, prendre l'initiative. Donc, je ne me pose pas la question où est le gouvernement, je me pose que dois-je faire pour changer la situation. Comment me gouverner moi-même, comment participer à gouverner. Donc, ça s'enseigne, c'est quelque chose qu'on forme. Donc, pour vous, déjà, ça devrait démarrer depuis le bas âge. Absolument. D'accord. Maintenant, en revenant un peu au champ de compétences de la société civile, pour certains, la société civile est en quelque sorte le trait d'union entre les gouvernants et les populations à la base. Est-ce que pour vous, cette définition, elle résume tout? Oui, c'est le trait d'union de base, c'est le partenaire. C'est beaucoup plus qu'un trait d'union. Pour nous, c'est partenariat. Je vais vous dire pourquoi le partenariat est essentiel. Le monde va dans une direction qui est... Nous sommes en plein troisième révolution au niveau de la condition humaine, c'est la révolution de la connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, un malade va chez le médecin aujourd'hui. Le médecin ne peut plus communiquer avec le malade comme il le faisait il y a quelques décennies. Il ne peut plus donner des ordres.
On ne peut plus juste commander, diriger d'en haut vers le bas. On doit maintenant dialoguer. Pourquoi? Parce que ce malade a accès à l'information, a accès à la connaissance. Bon, le malade... Peut-être même qu'avant de venir, il a déjà une idée. Voilà. Et même aujourd'hui, avec la nouvelle génération de jeunes, en train de lui parler, vous savez, on ne vous regarde même pas dans les yeux, on a son petit outil là, on commence à rechercher immédiatement. L'idée, c'est que le fossé de connaissances s'est rétréci, donc de manière à ce qu'il faut maintenant dialoguer. C'est pour ça que je parle de partenariat. Oui. Appliquer ceci à n'importe quel ordre économique, social, politique, etc., il faut savoir communiquer et dialoguer pour faire ces partenariats. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, la nouvelle génération de jeunes partout à travers le monde, elle n'est plus aussi patiente que l'ancienne génération. On veut les choses que ça arrive tout de suite et maintenant. Maintenant. Et le monde, c'est une révolution au niveau de l'humanité, les choses s'accélèrent. Le changement se fait d'une manière beaucoup plus rapide. Donc, tout gouvernement, quel que soit le pays, qui croit pouvoir monopoliser et penser d'en haut vers le bas, tout comme ça, ça va y avoir des problèmes. dans une direction. Voilà, donc le partenariat, c'est pas trait d'union, partenariat. Je suis d'accord avec le mot. Voilà, le partenariat, ça veut dire on peut faire face aux défis, aux problèmes d'une manière plus réussie. La résilience sera beaucoup plus forte. Justement. Et s'il y a des échecs, et c'est normal qu'il y ait des échecs ici ou là, nous sommes tous partenaires, donc responsables. D'accord, mais cela ne demande pas une ouverture d'esprit autant de la part des gouvernants que ces acteurs-là qui sont dans la société civile. Oui, ça demande en fait trois choses. Oui. Une ouverture d'esprit d'un côté de la part du gouvernement, meilleure capacité de gérance et de gouvernance et de partenariat de la part des OSC. Et la troisième chose qui est très importante, un gouvernement plus ouvert, c'est-à-dire l'accès à l'information et l'échange d'informations beaucoup plus ouvert entre gouvernement et société civile. L'information est clé. Et c'est important d'avoir accès, par exemple, chez nous, quelle que soit la loi qui est débattue, on ne peut pas voter une loi avant d'avoir organisé les séances de témoignage ouvertes. Et c'est à ce moment-là que les représentants Cela devrait déjà se faire donc en amont. Absolument. On associe la population en amont, avant toute décision. Absolument. Sinon, voilà, parce que c'est les communautés qui ressentent le problème, qui ont étudié, la société civile a bien fait ce travail. Donc, du point de vue efficacité de la solution, c'est logique. Venez, dites-nous quel est le problème exactement qu'ils ont eu, puis nous, on va faire ensemble donc cette politique qui va, encore une fois, au lieu de faire une politique, puis on trouve après toutes les failles, tous les défauts, on dit oh là là, comment réparer, etc. D'accord. Bon, ce n'est plus aussi efficace. Donc pour vous, le risque, c'est des solutions inadaptées aux besoins des populations. Ouais. D'accord. Maintenant, on parle souvent de la société civile qui s'engage pour le développement. Comment devrait se présenter cette forme d'engagement-là? Si vous pouvez me... D'accord. Cet engagement de la société civile, ça devrait se traduire par quoi? Certainement, c'est premièrement le développement communautaire. Oui. Donc, comment toujours améliorer les conditions au sein de nos communautés respectives à la base. Comme on dit, si chacun cultive son jardin, c'est tout le pays qui va être vert, exactement. Donc, ça, c'est un aspect qui est très important. Et l'autre, c'est vraiment créer, à travers les coalitions et les campagnes, des stratégies donc, de plaidoyer, les stratégies de coalition pour travailler ensemble. Donc, pour affecter les politiques publiques. Donc, c'est vraiment quelque chose d'impératif pour la société civile et, à mon avis, le gouvernement, quel que soit le pays, devrait considérer ça exactement de la même manière. C'est-à-dire, le gouvernement ne devrait jamais considérer la société civile comme un ennemi ou un opposant, et la société civile ne devrait pas considérer le gouvernement comme un ennemi opposant non plus. Ça se comprend quand on vient des États-Unis, mais sous notre truc ici, il y a parfois un bras de fer entre la société civile et les gouvernants parce qu'on n'arrive justement pas à s'entendre sur ce qu'il faut pour les populations. À ce niveau donné, qui devrait être l'élément déclencheur de la conciliation? À mon avis, c'est les deux, mais le gouvernement devrait toujours tendre la main. Je vais vous dire, encore une fois, le monde va dans une direction qui est
va être beaucoup plus difficile à gérer, quel que soit le pays. Les problèmes, les défis vont augmenter d'une manière extraordinaire. Donc, nous vivons dans une période de transition. En mathématiques, on dit que c'est l'ère du chaos. Donc, et comme un grand mathématicien du nom de Nassim Taleb l'a dit, il y a ce qu'on appelle le phénomène de la cygne noire, c'est-à-dire c'est un choc qui va avoir lieu que personne ne peut prédire, mais dans la théorie de chaos, ça va arriver. Qui aurait pu penser que quelque chose qui a eu lieu en Islande allait causer la plus grande crise financière au monde et toucher les États-Unis en 2008. Quelque chose qui a commencé au petit Islande. Bon, le monde va dans une direction qui est beaucoup plus complexe et qui est beaucoup plus accélérée. Donc, travailler ensemble, les partenariats, je dis tripartite, société civile, entreprises privées et gouvernement. Donc, automatiquement, dans un pays où le gouvernement joue le rôle actuellement, c'est au gouvernement de tendre la main, parce que c'est bien pour tout le monde. Sinon, s'il y a cassure, il va y avoir des problèmes. Et si on n'arrive pas à gérer les difficultés, les conséquences vont être beaucoup plus graves. Le monde va vers une sorte de partenariat. On ne peut plus dire aux gens, oubliez la connaissance. Voilà. On ne peut plus la mettre dans la bouteille. On vous appelle, on discute avec vous, on décide de ce qui est bon pour vous. D'accord, on a compris. Maintenant, quelle est la part des populations ? Est-ce que les populations sont obligées de toujours suivre ce que préconise la société civile? À quel moment on prend en compte aussi cette population-là? Bien, dans les stratégies de la société civile dont je parle, et vous savez, nous avons plus de 228 ans, je parle de l'expérience américaine, 228 ans quand même, une expérience assez riche, c'est quand on parle de la société civile, c'est tout le monde qui fait partie. C'est-à-dire, c'est pour ça on a des stratégies de cartographie communautaire, des stratégies de partenariat. Donc, au niveau d'une communauté, chez chaque entreprise, chez tous les citoyens, tous les petits quartiers, tous les piliers d'influence, toutes les institutions impliquées. Nul ne devrait donc être à l'écart. Non, c'est le partenariat, c'est ça. C'est pas comme si la société civile, c'est quelque chose ici à part et la population. Mais non, c'est pour ça que je dis, c'est pas un trait d'union. D'accord. Tout le monde est ensemble. D'accord. Et pour vous, cela témoigne d'une bonne gouvernance et d'un développement aussi de la société. Absolument. Et à long terme, le monde, encore une fois, va dans une direction qui, là, ça devient de plus en plus nécessaire. Donc, si un gouvernement, quel que soit le pays, a peur, on ne sait pas exactement quoi faire, il faut prendre le risque, en comprendre qu'en fait, il faut tendre la main, le partenariat, il faut encourager le développement et la professionnalisation d'une société civile parce que ça va aider le gouvernement. Ça va aider le gouvernement à mieux gérer ses affaires. Et la même chose pour le peuple. C'est un win-win, comme on dit chez nous. Donc, c'est gagnant-gagnant. D'accord. Akram Elias, nous rappelons que vous êtes expert en gouvernance. Avec vous, on s'est intéressé à la société civile qui a un engagement pour le développement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous passons à présent à une autre rubrique. Il s'agit d'Horizon Culture. Horizon Culture, ce soir, s'intéresse au script. Nous allons donc recevoir Jennifer Sativi et son invité, mais avant, nous allons écouter l'avis de certains étudiants en script sur le métier. Dans le secteur du cinéma au Bénin, on sent vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de script. C'est un métier très intéressant qui est d'abord même indispensable pour tout tournage et que tout réalisateur devait avoir pour un bon raccord du film. Parce qu'il assure la continuité et la cohérence du raccord du film. Chaque plateau. Et un script a plusieurs rôles à jouer. D'abord, il intervient au niveau de la pré-production, au niveau du tournage et aussi au niveau de la post-production si possible. J'ai eu déjà fait l'expérience déjà sur quelques tournages, mais il faut être présent de corps et d'esprit. Il ne faut rien laisser passer, rien. Mais le problème c'est il faut être prêt à se donner à fond, être présent, même s'il faut rester dans le coffre-fort d'une voiture pour pouvoir écrire, vous devez le faire. J'ai commencé par avoir de la passion pour ça. Ça m'a plu. Qu'à chaque fois, il faut se mettre dans la peau pour mieux aller, pour mieux et remplir les fiches, les rapports du script.
Voilà, on l'a compris, c'est donc un métier qui vous amène un peu partout. Il faut écrire, il faut écrire, il faut écrire. Le script est donc important dans le cinéma. Jennifer Sativi, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de nous recevoir comme toujours. La série se poursuit donc sur les métiers du cinéma. Ce soir, on parle script. Voilà, le script aussi qui est un métier qu'on ne connaît pas toujours, mais qui joue un rôle vraiment important. Donc, notre invité va nous en parler tout à l'heure. Je vous laisse la présenter voilà, déjà. donc bonsoir Madame Sauvie Arlésienne. Bonsoir Madame. Vous êtes script depuis plusieurs années. Oui, si on peut le dire. Voilà. Agnès, je vous souffle qu'on nous a dit qu'elle est la seule script du Bénin pour le moment. Ah oui? Pourquoi vous êtes la seule déjà? Ma première question. Ce n'est pas de ma faute si les gens ne s'intéressent pas à ce métier. Mais est-ce que vous avez essayé d'en parler, de leur dire tous les biens qu'il y a autour de ce métier? Si, je crois que j'ai des aînés qui étaient dans le métier bien avant moi. Oui. Et moi-même, j'ai découvert le métier au Burkina, au fait. Donc, c'est un métier qui est méconnu un peu du public. On peut dire que pour vous, c'est d'abord une passion. Le cinéma, c'est une passion pour tout cinéaste. Ok, et comment en êtes-vous venu à choisir le script? Parce que je vais dire, vous spécialisez en script. Comment ça s'est passé? En fait, je me rappelle, je travaillais dans une ONG et j'ai tout abandonné pour le cinéma, en fait. Wow. Et on m'a dit, il faut aller au Burkina, puisque c'est là-bas qui est le cinéma. J'y vais. On m'a envoyé au Sénasa, j'y vais. Le directeur me pose une série de questions. J'ai répondu, il m'a regardé, il me dit, toi, tu ne seras pas réalisatrice. Tu seras script. J'ai dit, c'est un métier, ça? Il me dit, oui, c'est un métier. J'ai dit, ok, j'aimerais en savoir plus. Et il m'a expliqué ce que c'est. J'ai dit, bon, ça m'intéresse, je prends. C'est comme ça que je suis venue. Okay. Et quelles sont les aptitudes pour être script? Qu'est-ce qu'il a vu, lui? Il a vu chez vous et il a dit non, directement. Voilà, il faut que vous soyez script. À l'art, il faut être très, très rigoureuse. Envers soi-même d'abord et envers l'autre. Il faut savoir gérer l'humeur de l'autre. Et il faut avoir des aptitudes à anticiper à chaque fois. Il faut avoir une aptitude au calcul mental, c'est important, parce qu'on fait le calcul mental. Qu'on le veuille ou pas, on compte les minutes et les secondes. D'accord, vous faites des décomptes? Oui. C'est déjà le calcul. D'accord. Vous allez nous expliquer à quel moment le calcul intervient, mais d'abord dites-nous, pour ceux qui ne savent pas la fonction du script, le rôle que joue le script sur la production cinématographique. Je dirais, sur une production, la scripteur est rare. Le meilleur métier, parce que la scripteur est le pont entre l'équipe technique et l'équipe artistique. Okay. La script est au début, au commencement, jusqu'à la fin d'une production cinématographique. D'accord. Donc pour moi, être script, c'est être l'auxiliaire du réalisateur. D'accord. En même temps, l'auxiliaire du directeur de production. D'accord. Être script, c'est être la mémoire ambulante du film, le bureau de renseignement mobile. D'accord. Maintenant, sur le plateau, quelles sont vos différentes tâches? Voilà. Je ne veux pas aller sur le plateau directement sans passer par la pré-production. D'accord. Okay. Parce que bien préparer un film, ça veut dire que c'est un bon film qui sera tourné. Quand un film est mal préparé, ça ne va pas. Donc le script est déjà en amont? Oui. Bien avant le plateau? Bien avant le plateau. D'accord. Son premier matériel, c'est le scénario. Sans le scénario, elle ne peut rien faire. Donc au début, quand la production est lancée, on lui fait appel, on lui remet le scénario. Elle lit le scénario, elle essaie de relever toutes les erreurs techniques. D'abord à son niveau. Quand elle termine de relever toutes les erreurs techniques, maintenant, elle peut contacter le réalisateur pour lui dire, voilà, au niveau de telle séquence, il y a ci, il y a ça. Si c'est une série, au niveau de tel épisode, dans tel épisode, il y a telle chose a été dit, mais dans tel épisode, il y a eu tel tiradon. Il n'y a pas du tout de continuité, il y a un problème technique là qu'il faut revoir. Donc vous notez tout, vous surveillez tout et dès que quelque chose manque, vous savez. Est-ce que ça ne vous arrive pas, ça ne vous échappe pas parfois? En pré-production, non. Des fois en production, oui. Sur le plateau, des fois, oui. Des fois, oui, ça peut échapper parce qu'il y a du monde. D'accord, mais parfois on se rend compte que sur certaines productions, il n'y a pas un seul script. Justement, vous allez voir la différence entre ces genres de films
Et les gens de films professionnels, où il y a vraiment des scripts qui a travaillé sur ce plateau, il y a toujours une différence. Okay, donc pour qu'une œuvre cinématographique soit professionnelle, il faut le script. Il faut la script parce que c'est la script qui s'occupe de tous les détails. D'accord. Le réalisateur, il est là juste pour le côté, la beauté artistique du film. D'accord. Et il est accompagné par toute une équipe. Et la script, c'est le noyau, le nœud au sein de cette équipe. Le directeur photo, lui, il a fait sa lumière, il a oublié. Il ne sait pas si c'est une continuité. C'est à la script de lui rappeler, la lumière qu'on doit faire maintenant, c'est une continuité de telle séquence qu'on avait tournée il y a 10 jours, il y a 15 jours. Il faut s'assurer que c'est la même lumière et tout. Que s'assurer que ça doit être la même lumière. D'accord, mais comment vous faites pour vous rappeler de tous les détails autour d'un film? Parce que là, vous venez de parler de lumière, pour d'autres c'est juste un détail, mais pour vous en tant que script, c'est très important pour la beauté du film. Comment vous vous en sortez? D'accord. On fait des photos. D'accord. Avec son appareil photo, tu prends des photos. Et il y a des moments, si tu ne peux pas prendre des photos, je prends la séquence au fait et je note tous les détails qui me sont importants pour la continuité de mon film. Je les note là-dessus. Voilà ce que je fais. Donc pour faire ce métier, ça fait que vous travaillez énormément sur le scénario. Hein? Beaucoup. Beaucoup. D'accord. Voilà, oui, voilà, comme je le disais, il faut avoir une mémoire entre griffes d'éléphant pour faire ce métier, aussi l'œil de lynx. C'est ce que je constate. Il ne faut que rien ne vous échappe. Mais déjà, en tant que femme, dans un milieu très masculin, qu'on ne le veuille pas aujourd'hui, le cinéma, c'est toujours un métier c'est un milieu très masculin. Comment vous en sortez en tant que script? Puisque vous avez dit, vous êtes à la fois avec les artistes, vous êtes à la fois avec les techniciens. Comment vous gérez? C'est pour ça que j'ai parlé de rigueur. D'accord. La rigueur est très, très importante dans ce métier. Parce que si tu n'es pas rigoureuse, en tant que femme dans ce métier, on te traite comme un sexe faible. Mais c'est à toi de leur dire, niet, je ne suis pas un sexe faible. Si vous êtes cinéaste, je suis cinéaste, ce qui veut dire qu'on est au même niveau. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. C'est un métier qui nous a réunis et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc je suis au même niveau que les hommes. Okay. Justement, dans ce sens, selon les informations qu'on a reçues, le métier de script est très féminisé. On nous a dit depuis fort longtemps, les femmes s'y intéressent beaucoup plus et même ailleurs. Donc, est-ce que c'est votre condition féminine vous a aussi poussé dans le choix ou dans les Vous voulez parler de l'esprit du détail qu'on retrouve chez la femme? Voilà, c'est cela, Agnès. Je me demande si ce n'est pas propice aux femmes que nous sommes. Si. J'en sais rien. Je sais qu'au Burkina, il y a M. Alphonse Sanou qui est scripteur. Je sais en Côte d'Ivoire aussi qu'il y a un homme aussi qui fait office de script. Donc, ce n'est pas forcément féminisé. Je dirais peut-être que les gens peuvent le percevoir ainsi parce qu'au début, la script était la secrétaire du plateau. Okay. D'accord. Voilà. Donc, elle était la secrétaire du plateau. Du coup, quand on parle de secrétaire, tout de suite, on voit une dame quand même. Okay. Donc, on ne voit pas un homme. On ne voit pas un homme. C'est pour ça que les gens voient plus que le métier est plus féminisé. Non. Il y a la script girl et le script boy. D'accord. Mais c'est la même chose qu'ils font. Okay. Et si on doit parler un peu de la formation Agnat, est-ce qu'il y a des écoles spécialisées script? Il y a 2 ans seulement, la FEMIS a commencé par former en France un métier de script. Sinon, c'est un métier purement pratique et technique. D'accord, qui s'apprend sur le tas. Qui s'apprend sur le tas. Oui, mais vous nous avez dit, vous avez dû plutôt aller au Burkina pour pouvoir apprendre cela. Est-ce qu'aujourd'hui, au Bénin, les jeunes qui ont envie de devenir comme vous ont la latitude de pouvoir apprendre ce métier ici? Si, ils ont la latitude de pouvoir l'apprendre, puisque à l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et du cinéma aujourd'hui, ils ont 25 heures de script pour apprendre les techniques de script. À l'OETB, au centre de formation, ils ont 30 heures pour apprendre les techniques de métier de script. Donc, parmi ces gens, il y en a qui se sont dégagés, qui ont accepté de faire, au fait de ce métier, leur job. Mais il y a d'autres qui trouvent que c'est très compliqué. Je ne lui en veux pas parce qu'il faut la passion en toute chose. D'accord, mais l'aspect contraignant de la chose, est-ce que pour vous, c'est très contraignant de faire ce métier de script? Non, pour moi, ce n'est pas du tout contraignant. D'accord. Puisque c'est une passion pour moi. D'accord. Quand ton métier devient une passion pour toi, il n'y a plus de contraintes là.
Tu le fais avec plaisir. Tu le fais avec plaisir. Oui, mais quelle est la place finalement sur votre vie privée? Parce que souvent, on dit les femmes, il faut gérer à la fois la vie privée et la vie professionnelle. La fameuse question, elle vous fait sourire. Mais c'est vrai, en tant que femme, il faut gérer, il faut jongler. Dites-nous un peu, est-ce que ce métier n'a pas de répercussions sur votre vie personnelle? Si, ça a des répercussions sur ma vie personnelle, mais j'essaie de gérer. D'accord. Mais je fais l'effort quand même de faire une séparation entre ma vie privée et ma vie professionnelle. D'accord. Parce que c'est très contraignant, c'est un métier très stressant. De toute façon, quand on te dit qu'il y a une production, c'est stressant pour toute l'équipe. Oui. Parce que le défi de toute l'équipe, c'est gagner ce film. Une journée de perdu, c'est des millions fumés pour le producteur. Et là, c'est pas du tout bien. Donc, chacun, à chaque poste qu'il est, doit savoir ce qu'il doit faire. Tu mets de côté ta vie. La vie privée, en ce moment T, n'existe pas pour toi. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en production, en pleine production, c'est comme si plus rien n'existait pour vous que cela? En pleine production, plus rien n'existe. D'accord. Quand la production va terminer, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une toute dernière question pour terminer en quelques secondes. Est-ce que le métier de script arrive à nourrir son homme? Je ne vis que de ça. Ah, d'accord. Je ne vis que du cinéma, plus rien d'autre. Okay. Et le fait que certains étudiants s'y intéressent aussi va peut-être résoudre le problème, parce que s'ils sont vraiment très peu, disons que d'ici quelques années, on aura pas mal de scripts quand même. Si, on aura pas mal de scripts, mais très peu encore. Parce qu'à peine pas assez, ils sont à peine 2, 3 qui s'intéressent au métier parce que les autres trouvent que c'est très contraignant. D'accord. Mais vous, personnellement, en tant que script, confirmé depuis tout ce temps-là, oui, dans 10 secondes, est-ce que c'est un métier que vous conseillez? C'est un métier que je conseille. D'accord. On a compris, Alésienne Sobi, vous êtes script. Avec vous, on s'est intéressé au rôle du script dans le cinéma. Merci Jennifer Sativi pour le choix du sujet. Merci à vous, Agnès, de nous avoir reçus. Demain, on va clôturer notre série sur les métiers du cinéma. Voilà, on a hâte d'être avec vous pour découvrir le métier de demain. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à notre rubrique. Le monde agricole ce soir s'intéresse à la campagne de noix de karité. Nous parlons des attentes de 2019, mais avant, je vous invite à suivre ceci. Voilà, mesdames et messieurs, on vous montre donc comment se fabrique le beurre de karité. Nous avons vu les femmes, c'est beaucoup plus elles qui étaient à l'œuvre tout au long de la production de ce beurre de karité. Sur ce plateau, nous recevons Télésphore Agalé. Oui, voilà, je vais y arriver. Vous êtes agronome et avec vous, on s'intéresse à la nouvelle campagne démarrée sous peu. Dites-nous un peu, pour vous qui êtes acteur, la campagne 2019-2020, quelle lecture pouvez-vous faire de la campagne passée? Merci. Par rapport à la campagne passée, lorsque l'État a lancé la campagne le 6 septembre 2018, tous les acteurs qui étaient au lancement étaient vraiment contents parce que le gouvernement a pu maintenir le prix plancher à 100 francs comme l'année précédente. Et vraiment, tous les acteurs étaient impliqués, ils étaient vraiment contents et ils ont remercié l'État pour son implication dans ce domaine.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire que la campagne précédente était donc une bonne campagne en termes de tonnage, en termes d'objectifs à atteindre et tout? Oui, bon, en partie, parce que, comme on l'a dit déjà hier, à cause de la destruction des parcs à karité, le tonnage diminue. Donc, comme l'État également s'implique maintenant, je suis sûr que les parcs seront renouvelés et ça va reprendre à petit coup. D'accord, je crois qu'hier déjà vous avez parlé de comment est-ce qu'on peut renouveler ce parc-là. On parlera encore peut-être de vos propositions de solutions. En attendant, dites-nous qu'est-ce qui doit changer pour cette campagne en cours. Merci pour cette campagne. Déjà, le 6 juin passé, il y a eu une rencontre entre tous les acteurs du domaine karité et ANACAD où un plaidoyer a été envoyé au gouvernement par rapport aux attentes des producteurs. J'attends encore le document pour mieux m'imprégner de ce qui est. Et déjà, on a vu l'implication de plusieurs acteurs, par exemple l'ambassade néerlandaise qui sollicite déjà l'aide de l'État pour améliorer ce secteur, parce que c'est un secteur qui implique beaucoup les femmes. D'accord, on s'en rend compte, elles sont autant au ramassage, autant à la production et tout. Oui. Mais déjà, moi, j'aimerais m'intéresser, est-ce que la plupart de ce que nous ramassons, nous transformons tout ici de façon locale ou bien nous en exportons une bonne partie? Non, bon, la plupart du temps, ce que nous ramassons, c'est beaucoup plus pour l'import. Oui, on envoie, mais beaucoup, les femmes quand même arrivent à trouver leur part pour fabriquer les beurres de karité que nous utilisons ici. D'accord, comme on le dit souvent, le karité est le 3e produit d'exportation après l'anacarde et l'ananas, mais on a toujours peu d'engouement autour. Comment est-ce que cela s'explique? Oui, en fait, ça prend à petit coup. D'abord, c'est surtout à cause du nombre d'années pour la production. On va à 15 ans, 20 ans. Beaucoup se disent, mais je mets ça en termes maintenant, 15 ans, 20 ans, c'est beaucoup de temps. Donc, ce qui fait que... Finalement, je plante pour mes enfants en quelque sorte. Exactement, c'est un héritage qu'on laisse. Et surtout, c'est sur les terres de jachère que nous voyons la reprise de ces plants d'anacarde et tout. Donc, bon, c'est ce qui fait que beaucoup ne s'intéressent pas à ça. Mais les femmes s'intéressent à ça parce que c'est elles qui vont au ramassage. C'est elles qui doivent transformer. Donc, moi, je dis que le karité, c'est un secteur pour les femmes. Et l'État doit forcément encourager ce secteur parce que ça implique près de 200 000 femmes. D'accord. Mais là, on est dans la récolte et on est dans la transformation. Mais au niveau de l'exportation, on a la présence de beaucoup d'hommes aussi. Oui, les hommes, moi je dis qu'au niveau du karité, les hommes viennent juste pour acheter et revendre. C'est des acheteurs et des revendeurs. Oui, sinon, la collecte, aller collecter, je ne pense pas, à part les enfants, les jeunes garçons que vous allez voir, les hommes aller se mettre dans un champ et commencer par collecter, c'est rare. C'est rare, c'est vraiment rare. D'accord, mais déjà dites-moi, souvent pour ce genre de produit, on a l'impression que celle-là même qui est à la base de la première matière, elle n'est pas toujours celle qui bénéficie le plus sur le long de la filière. Est-ce que pour vous, vous avez l'impression qu'au niveau du karité, c'est pareil? Oui, ça c'est pareil parce que si nous privilégions plus l'importation des noix, les femmes en bénéficieront peu. Mais si on peut encourager la transformation de presque toute la quantité produite ici, je suis sûr que les femmes, comme elles sont à la transformation, le produit fini qui sera vendu va leur rapporter plus de bénéfices. Donc là, si nous pouvons encourager la transformation mieux que l'importation, ce serait vraiment bien. D'accord, la campagne 2019-2020 a déjà démarré. Pour vous, en tant qu'ingénieur agronome, quelles sont les attentes les plus urgentes? Bon, comme attentes les plus urgentes, c'est d'abord au niveau du prix. Si le gouvernement peut, comme l'année passée, c'était à 100 francs. Vous tenez au métier à 100 francs ou vous voulez qu'on réduise? Non, pas réduit quand même. Mais on peut augmenter un peu. Ce serait vraiment bien, parce que ça aiderait vraiment les femmes. D'accord, 30 000 tonnes d'amandes sèches produites par an est suffisant pour couvrir la demande? Bon, la demande, on ne peut pas couvrir la demande parce qu'on est d'abord, en Afrique de l'Ouest, nous sommes 4e pays producteur de karité. Donc, au niveau des femmes, quand on dit 4e pays déjà,
le Nigeria apporte, le Mali apporte, le Burkina apporte et le Bénin est là. Donc, on n'arrive pas encore à satisfaire la demande. Donc, le mieux, c'est d'augmenter les packs à karité pour que nous puissions davantage monter. D'accord, Karma Tagwatao me le disait hein, quand je préparais ce plateau. Dans beaucoup de cas, l'arbre à karité, il produit comme ça. On n'a pas encore trouvé la formule pour pouvoir en faire une production en bonne et due forme. Est-ce que vous ne souhaiteriez pas que les études soient menées dans ce sens? Exactement, je l'ai dit hier, parce que nous devons encourager les généticiens pour travailler sur la domestication du karité, parce que ça pousse comme ça dans les champs et tout. Donc, si on peut domestiquer, faire des pépinières... Vous y croyez, vous, à une domestication du karité? Oui, j'y crois. Et je sais que les chercheurs béninois sont à pied d'eux pour le faire. Et ils ont la compétence nécessaire pour le faire. Oui. D'accord, là, on a parlé de vos attentes. Souvent, vous, quelles sont les difficultés? Parlons un peu des difficultés. Oui. Comme difficulté, d'abord, c'est surtout au niveau des femmes, lorsqu'on va à la collecte. Ils ont besoin des moyens pour collecter correctement et la distance qu'il faut est vraiment longue. Parce que comme les hommes se mettent dans la production du charbon, ils détruisent des packs à karité. Donc, pour trouver maintenant les pieds de karité, les femmes vont loin. Donc, c'est déjà un problème. Donc, au second plan, ils ont besoin d'eau potable. Il faut qu'on construise des points d'eau. De l'eau potable pour ces femmes? Pour ces femmes, pour la fabrication du karité, vraiment. Oui, parce que pour vous, hein, plus on aide ces femmes, plus on a de karité. Plus on aide ces femmes, plus on a un bénéfice. Surtout, quand je vois que quand les femmes sont aidées, quand les femmes sont devant, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et cette filière, je suis sûr que c'est pour les femmes. Et les femmes, ils travaillent pour que ça puisse aller de l'avant. D'accord. Maintenant, il paraît qu'il y a une particularité pour le transport du karité. Il faut des conditions bien définies. Est-ce que finalement, le temps que ça quitte le nord pour venir vers le sud, avant d'être embarqué pour l'exportation, il n'y a pas de pertes? Il y a beaucoup de pertes. Surtout, on dit que lorsque on récolte ces amandes, quand on manipule trop ces amandes, les amandes commencent par noircir, ce qui fait que c'est vraiment difficile. Et il faudrait également sensibiliser ces femmes, leur donner des formations sur le stockage de ces noix-là. Et ça pourrait vraiment aider. Le stockage? Oui, parce que si on manipule, ils sont là à manipuler tout le temps les graines vont noircir et ça va perdre de la valeur, ce qui va créer un véritable problème. Oui. Ça veut dire que le coût est fonction de la qualité de la graine qu'on a en face? Exactement, lorsque vous manipulez et la graine perd de la valeur, noircit, elle perd de la valeur, je suis sûr, le prix, même l'acheteur, quand il va contrôler la qualité de votre produit sera déprécié, ce qui fait que le prix va prendre un coup, pas de bénéfice. Hein. Revenons donc au prix. Hein. Vous tenez à ce qu'il augmente, mais pourquoi vous voulez qu'il augmente ce prix? Oui, mais ça fait augmentation du prix plancher, ça fait également plus de revenus. Pour qui? Revenus pour les femmes, pour vous, pour les importateurs, pour les exportateurs? Revenus pour qui? Pour les femmes que pour les importateurs. Parce que d'abord, c'est vrai, celui qui prend en grande partie, c'est à l'importateur. Lorsqu'on importe, celui qui gagne le plus. Mais lorsque le gouvernement va augmenter le prix plancher, le prix plancher, c'est le prix auquel on vend bon champ. D'accord. Donc, c'est la femme qui va plus bénéficier. D'accord. Parce que c'est elle qui donc, la première bénéficiaire, c'est encore la femme. C'est encore la femme parce que lorsqu'elle va récolter, elle va vendre au prix plancher. Donc, lorsque le gouvernement va augmenter ce prix, ce serait bien pour elle. Alors là, je veux un avis franc par rapport à votre métier. Vous êtes ingénieur agronome. Oui. Beaucoup disent que nous avons du karité de très bonne qualité ici au Bénin. Est-ce que vous confirmez? Je confirme. Qu'est-ce qui rend notre karité si particulier? D'abord, la plupart de nos champs sont vraiment... les packs à karité existaient depuis, donc les graines de karité du Bénin sont bien mûres et ont de la qualité, de la valeur. Je ne sais même pas comment apprécier. Parce que déjà, pour qu'on te classe 4e pays, c'est vrai qu'on a la quantité, mais il faut la qualité pour arriver à ce niveau. D'accord. Oui. Donc on peut dire que la filière karité est une très bonne filière ici au Bénin? Oui, très bonne filière,
qui a de l'avenir, je le dis. Mais cet avenir passe autant par vous que par les gouverneurs et par les bonnes dames. Exactement. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Voilà, on recevait donc Télésphore Agaley, il est ingénieur agronome. Avec lui, on s'est intéressé à la nouvelle campagne de la filière Karité qui a démarré sous peu. Merci d'avoir été avec nous. Eh bien, nous allons passer à présent au journal. Nadège Soni s'impatiente. Nous retrouvons donc Nadège Soni. Bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Que qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent, qui se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Autant savoir aujourd'hui qui vous amène à la découverte d'une filière. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du soir. Les moments forts du match Ghana-Bénin sont encore dans les esprits, mais les regards sont déjà tournés vers le prochain match. Les Béninois espèrent une victoire de l'équipe nationale samedi face à la Guinée-Bissau. Comme la plupart des sportifs, les footballeurs doivent prendre soin de leur santé pour réaliser de bonnes performances. Seul un suivi médical régulier peut leur garantir une bonne constitution physique. Une semaine pour promouvoir la richesse culturelle et touristique de la province du Yunnan. C'est par une exposition photographique que la communauté chinoise du Bénin marque l'événement. Plus de détails dans cette édition. Au lendemain du match Ghana-Bénin, les moments forts sont encore vivaces dans les esprits. Avec le match nul, l'espoir est permis selon quelques supporters qui attendent une victoire franche au prochain match du Bénin contre la Guinée-Bissau prévu pour ce samedi. Quelques-uns nous donnent leurs impressions au micro de Edwige Agossou et Rebecca Adjinako. Ceux qui ont joué contre le Ghana, s'ils continuent comme ça, il peut battre le Guinée-Bissau. Ça, c'est facile. Lorsqu'on met un enfant au monde, il ne va jamais toujours rester tel qu'on l'a mis au monde. Il va toujours grandir. J'ai l'espoir que Bénin va battre le Guinée, va avoir les 3 points garantis. Mais il ne faut pas qu'ils vont dormir pour attendre qu'ils vont avoir les 3 points. Ils n'ont qu'à être en éveil. Ce que je vais leur demander est que l'entraîneur puisse choisir un peu la défense. La défense est un peu perméable. Au deuxième match, il peut tenter d'enlier Saturnin Alagbe. Là, ce serait bon, parce que les balles terrestres, Saturnin Alagbe arrive à s'en sortir. Notre capitaine, notre meilleur joueur, c'est ce qu'on va jouer contre Guinée. Nous les soutenions de faire plus d'efforts pour que le samedi prochain, face au Guinée, on peut faire mieux par rapport à cela. Samedi prochain, avec l'équipe de la Guinée, il faut qu'on rapporte les 3 points. C'est notre souhait. Le peuple béninois, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, est derrière eux. Je sais que ce match-là, tout le peuple béninois est derrière vous. Et nous savons que vous allez gagner ce match. Parce que nous sommes sur la terre de Béanzin. Nous sommes sur la terre de Ouégbadja. Nous allons gagner ce match par un score de 3-1 en faveur des écureuils. Coupe de l'Égypte en 2019, ça va rentrer dans l'histoire. Le Bénin va la porter. Et j'ai l'espoir. Et pour pratiquer le sport, il faut être en bonne santé. La santé des sportifs pratiquant le football associe prévention, bonne technique, bon équipement et respect des règles. Malgré ces garde-fous, il est toujours possible de se blesser lors d'un match. Pour maximiser les chances et être au top de sa performance, le footballeur doit suivre des examens médicaux réguliers. Sylvestre Aïvodji, médecin sportif, nous en dit plus au micro de Judith Tossa et César Achadi. Un sportif professionnel est d'abord apte à jouer le ballon. Il vit du ballon. Il ne peut pas s'engager sans être apte.
C'est à ce niveau que le médecin intervient. Les maladies les plus souvent dangereuses, ça touche que le cœur. Dans 98%, si un joueur souffre de cardiopathie, il ne peut pas compétir. Parce que la saison est longue, c'est un joueur qui est en mouvement toute l'année. Il faut un cœur apte à supporter les charges du travail. Donc c'est ces maladies qu'on dépiste surtout. On donne une certaine fréquence tous les 2 ans. Ces examens sont contenus dans ce que j'appelle l'évaluation médicale de pré-compétition. En anglais, on dit PCMA. Et ces examens se composent de prélèvements de sang. Prélèvements de sang pour voir si le sujet est anémié. On voit l'état des reins. Les reins, c'est capital dans la carrière d'un footballeur. Et 3e niveau, le bilan des graisses. Un joueur qui a du cholestérol élevé, des acides gras élevés, peut voir ses artères bouchées et faire une crise cardiaque sur le terrain. S'il n'est pas passé à l'examen et qu'on ignore son état sanitaire, d'abord il n'est pas performant. Il finit jamais les gestes. Il court mal, il se fatigue plus vite. Donc c'est là on se dit attention, c'est là il faut l'amener voir le médecin. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin est le seul détenteur des droits de diffusion de la CAN Égypte 2019. Malgré les communiqués radio et télé, bon nombre de responsables de restaurants, bars et fan zones n'ont mené aucune démarche vis-à-vis de l'Office, mais exploitent le signal pour la diffusion des matchs. Une équipe de la direction des relations publiques est descendue sur le terrain pour le constat et sensibiliser avant la phase répressive. Bruno Rotekbo à celle d'Ancy. 20h30, l'esplanade extérieure du stade général Mathieu Kérékou reçoit 3 hommes, 3 agents du service des relations publiques de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin font une descente inopinée pour une visée particulière. Nous savons actuellement que le monde entier, pour tout dire, vit actuellement l'événement de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Égypte. Alors dans ce cadre, nous avons une certaine ferveur populaire qui fait que les bars, les restaurants ont choisi d'exploiter donc le signal de la CAF. Le signal de la CAF qui leur donne la possibilité de regarder les 52 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. En réalité, comme cela se fait dans la plupart des pays, je voudrais citer donc déjà les pays voisins du Bénin, l'exploitation de ce signal est assujettie à des conditions qu'il faudrait remplir auprès donc, des différentes télévisions qui en ont le droit. Et nous avons constaté à travers nos sorties que, allègrement, des restaurants, des fan zones utilisent ce signal sans chercher à se rapprocher par exemple de l'ORTB. Alors donc il s'agit pour nous de constater l'ampleur de ce phénomène et essayer de sensibiliser les acteurs dans le cas d'espèce. Loin d'être une descente musclée, cette délégation du service des relations publiques tient une séance d'information et de sensibilisation avec les responsables, promoteurs et tenanciers de bars et restaurants de cet espace. De la CAN, dans ces conditions-là, déjà dans cet espace-là qui n'est pas à usage domestique, il faudra payer quelque chose à l'ORTB qui a acquis les droits de diffusion terrestre. Ça nous a coûté plus d'1 milliard. D'accord. Donc, non seulement grand public, mais à but commercial. Nous sommes là dans le cadre de la diffusion des matchs de la CAN sur le territoire béninois. L'ORTB a fait passer un communiqué à la radio et à la télé qui sensibilise les promoteurs de bars, de fan zones, de cafétérias à se rapprocher de la direction des relations publiques pour une formalité avant toute projection ou toute diffusion dans les bars et cafétérias. Amicalement, ces agents ont fait passer le message qui pour d'autres était nouveau. Malgré le communiqué diffusé par la télévision nationale, il stipule le paiement obligatoire d'une redevance pour disposer des droits de diffusion de cette compétition continentale, la Coupe d'Afrique des Nations. Souvent, écouter radio, télé, seulement si on allume télé, c'est juste les canaux précis, les trucs. On n'a pas le temps de suivre les journaux et autres. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas été informé pour cette information. Mais demain, on va faire un effort pour passer. Outre les non-informés et ceux qui ne se sont pas encore acquittés de ces frais de diffusion des différentes rencontres, d'autres par contre
sont en règle. Il faut savoir que la Loterie nationale du Bénin est une entreprise citoyenne. Et nous marchons suivant les règles. Et nous, avant même de commencer, vous devez savoir qu'on s'est rapproché de l'ORTB afin de savoir les dispositions à prendre pour ne pas tomber sur le coup de la loi. Ceci étant, nous avions payé avant de faire une diffusion grand public. Sourire aux lèvres, ces agents de la direction des relations publiques de l'ORTB ont remis les pendules à l'heure en attendant que les retardataires puissent se mettre au pas pour bénéficier des droits de diffusion de la 32e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et comme vous pouvez l'imaginer, la Coupe d'Afrique des Nations bouleverse les habitudes dans les ménages. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Le football prend toutes les plages horaires des programmes télévisuels. Dans cette ambiance footballistique, à qui revient la télécommande à la maison, les enfants, madame ou monsieur? Découvrez-le dans ce reportage de notre confrère Geoffroy Okambawa de la RTI. Du 21 juin au 19 juillet prochain, l'Afrique vibre au rythme du football. Une période qui vient bousculer le programme quotidien sur nos chaînes de télévision. C'est également le cas dans de nombreuses familles. À l'ère du numérique, pas de téléviseur sans commande. La question qui se pose, qui aura le contrôle devant le petit écran au cours de cette Coupe d'Afrique de football? C'est les garçons, pour le moment. On ne peut pas prendre aller là. Si on prend avec, ils vont se fâcher contre nous. On va les donner à aller là. On sera obligé de gérer la télécommande parce qu'on sait bien qu'avec la CAN, dans une maison, il y a toujours des femmes. Voilà, pour regarder quelques chaînes. Arrivé à un moment donné, il faut faire un sacrifice. Là, il s'agit du plaisir de monsieur et de mon enfant. Donc, je suis obligé de faire avec. Les films, je peux regarder après les matchs. Certains sont parfois catégoriques, pas de place au feuilleton ou à d'autres programmes. C'est moi qui ai gardé la télécommande. Même si mon fils veut regarder son dessin animé, je vais dire non, la Côte d'Ivoire joue. Il faut que je regarde la coupe. Pourquoi tu me poses cette question comme ça? Mais je suis l'homme, je suis le chef de la famille. Quand madame regarde ses films, ça ne me concerne pas. Mais quand il y a le match, vraiment il dit madame, écoutez, il ne dit rien, vous suivez-moi. Quand il y a les nouvelles, moi je ne parle pas. Donc quand le match commence, comme j'ai autorité sur la télévision, c'est moi qui ai payé ma chaîne. On me donne la télécommande de facto. Hein? Quel bien commun? Non, c'est ma télévision. Qui prendra donc le contrôle de la télécommande dans cette période de la CAN? Une chose est sûre, pas de querelle quand il s'agit du football. Et tous s'accordent pour vivre ensemble cette passion. On revient au Bénin. La communauté chinoise célèbre la semaine de la culture. L'événement s'est déroulé au Centre culturel chinois le samedi dernier. Au menu, une exposition de photos et des plateaux culturels. Une soirée qui lève un coin de voile sur la richesse culturelle et touristique de la province du Yunnan. À leur côté, le Bénin. Louis Koudogbo, Lazamigan. La communauté chinoise célèbre la semaine de la culture et du tourisme. Pour cette année, c'est la province du Yunnan qui est à l'honneur des festivités. Ce soir, il faut présenter spécialement à vous, c'est la province de Yunnan, parce que la groupe artistique est envoyée de cette province, une province partenaire du Bénin. Cette province est renommée par son tourisme et aussi par sa culture très variée. Cette exposition photo dénommée à la découverte du Yunnan multicolore est une sélection de 30 photos qui mettent en valeur la beauté de son écologie et sa diversité ethnique. Sur ces murs se trouvent des tenues traditionnelles et de parures qui retracent l'histoire de cette province. À cette occasion, cette troupe artistique béninoise a séduit plus d'un. Notre pays s'est engagé sur le chemin de la promotion de notre culture pour nous donner assez de visibilité. Vous comprenez donc que ce choix a eu ses effets et vous avez vu la richesse culturelle de notre pays ce soir déjà. Il y a plein de choses que nous faisons pour valoriser cette richesse culturelle. Le public tombé sur le charme de différentes prestations des artistes chinois
tels que la danse des cheveux, la danse de la cigarette et des chants accompagnés d'instruments à 4 cordes. Un moment de joie et de partage entre le Bénin et la Chine. On a vu la synergie qu'il peut y avoir entre la Chine et le Bénin. Il y a beaucoup de similitudes. On a des cultures qui se côtoient. Nous avons un complément à faire l'un vers l'autre. Et je pense que c'est une belle histoire qui démarre là. C'est une belle page qui s'écrit. En termes de tourisme, je suis persuadé que nous allons avoir tous les outils pour attirer le maximum de Chinois de cette province de Yunnan pour venir découvrir nos trésors que nous avons ici, de la même façon que nous découvrons déjà les leurs. En Chine, la province du Yunnan se singularise par sa riche culture historique qui se renforce au cours des générations. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous Nadège Soni, c'était un plaisir de vous avoir au 19h45. On se retrouve encore demain à la même heure. Donc mesdames et messieurs, le grand rendez-vous c'est terminé pour les différents plateaux. Nous allons faire à présent le rappel de la météo. Voilà, ce soir, vous avez constaté avec nous, le plateau était très riche et diversifié. Nous avons parlé du karité. Nombre de Béninois sont désormais intéressés par sa production. Qu'est-ce qui explique l'engouement autour? Quelles sont les attentes pour la campagne de 2019-2020? On en a parlé dans le grand rendez-vous. Nous avons aussi parlé de la société civile. Quel est le champ d'intervention de ces acteurs et comment s'engagent-ils en faveur du développement? Nous avons eu les réponses avec Akram Elias, qui est un expert en gouvernance. Nature et bien-être devraient aborder la question du suivi médical des footballeurs, mais nous n'avons pas pu en parler, mais nous avons pu faire Horizon Culture qui est revenu sur certains métiers du cinéma, plus précisément le script à la série. Jennifer Sachevi l'a annoncé, la série se poursuit encore demain. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres, c'est toujours un plaisir d'être aux commandes et de vous avoir à nos côtés. On se retrouve encore demain, si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.